interview économique sur TV Finance, Parole d'experts. Et aujourd'hui, c'est Philippe Wechter qui nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes directeur de la recherche chez Ostrom Asset Management. Alors, en cette fin d'année, après quand même une mauvaise année sur les marchés boursiers, qu'est-ce que vous dites à vos clients? Est-ce que les mauvaises performances sont passées ou est-ce qu'il faut s'attendre encore à un début d'année assez mouvementé? Bon, on va avoir les deux, en fait. D'un côté, on imagine tous, on anticipe tous un ralentissement de l'inflation, ce qui stabilisera la partie longue des taux. Mais on voit bien qu'en début d'année, les banques centrales vont être toujours très actives et ça a surpris un petit peu les investisseurs il y a une dizaine de jours quand elles sont toutes intervenues massivement en disant non, on continue en 2023. Et puis, il va y avoir en Europe aussi toutes les questions autour du prix du gaz, du prix de l'énergie. C'est ce qui préoccupe beaucoup Christine Lagarde et qui va être un perturbateur de début d'année parce que on voit bien que de nombreuses entreprises en France, parce qu'on a les chiffres qui nous ont été donnés par l'INSEE, de nombreuses entreprises vont réviser leur contrat d'énergie, que ce soit du gaz ou de l'électricité, et elles vont le payer forcément plus cher. Donc il va y avoir des arbitrages qui vont s'opérer. Donc ça va être le début d'année risque d'être assez compliqué sur les marchés, mais avec l'idée quand même que à terme l'inflation se réduisant, les taux longs se stabiliseront et je ne pense pas qu'ils bougent énormément au cours des prochains mois, mais on va avoir une confirmation de ce phénomène et ça jouera favorablement sur les marchés boursiers. Oui, avec une certaine attente sur les prix de l'énergie ou finalement une certaine impuissance. Alors il y a peut-être un point où l'Europe va pouvoir jouer par rapport aux États-Unis, c'est sur les plans massifs d'aide qui ont été annoncés, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Qu'est-ce que peut faire l'Europe? Est-ce qu'elle va s'engager dans une réponse forte? C'est une question. Rappelons l'Inflation Reduction Act qui est sous le feu de tous, hein, notamment depuis qu'Emmanuel Macron s'est rendu à Washington. C'est un plan qui a été voté cet été aux États-Unis et dont l'objectif est de favoriser la production américaine sur le sol américain. Donc si par exemple vous achetez une voiture électrique, elle peut être subventionnée jusqu'à $7 500 si elle est assemblée aux États-Unis. Puis il y a d'autres conditions. Mais ça veut dire que globalement, c'est une entorse forte aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. C'est une barrière non tarifaire importante. Et donc la question est de savoir effectivement ce que les Européens peuvent faire face à cela. Est-ce qu'ils rentrent dans le même jeu en disant on va tout faire pour... Et c'est le début d'une guerre commerciale à ce moment-là. On rentre dans une logique qui est peu attrayante, avec en plus une difficulté en Europe, c'est que on est un petit peu en retard sur certains aspects de technologie. On n'a pas une capacité à définir une politique commune aussi rapidement et aussi fortement qu'aux États-Unis. Et puis on n'a pas non plus de marché intérieur très intégré. Donc on part avec pas mal d'handicaps et toute la difficulté, va être de savoir comment on peut autonomiser notre croissance face à cette situation américaine qui change la donne. Parce que d'un seul coup, on avait un monde qui était basé sur l'échange, sur on installe telle production ici, telle production là, etc. Et tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne comme cela. Là, d'un seul coup, on dit non, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça soit fabriqué aux États-Unis, pour les Américains, avec des emplois américains. Et donc, tout est déséquilibré et il va falloir que les Européens réfléchissent fortement à cette question. Et donc on est dans une situation encore plus périlleuse, si je puis dire, parce qu'on évoquait le prix de l'énergie à l'instant, mais le prix de l'énergie aux États-Unis est beaucoup plus bas. Il n'y a pas de crise du gaz, de crise de l'électricité, et donc ça peut être aussi une incitation à se déplacer ou à déplacer des unités de production aux États-Unis. Donc on est à la veille on est dans un processus de recomposition très très forte que les Européens doivent clairement prendre en compte.
Ils doivent se mettre d'accord, mais ils doivent aussi... la Chine, par exemple, quelle place est-ce qu'elle doit prendre dans ce nouvel espace? Est-ce qu'elle va continuer de produire pour les autres? Oui, mais la Chine a été un petit peu cornérisée par les États-Unis. Hein. C'est une des raisons, à mon sens, de la levée de la politique zéro Covid. C'est-à-dire que Joe Biden a suivi la même stratégie que Donald Trump avant lui, qui est d'isoler la Chine sur le plan technologique. On a vu récemment des mesures limitant les transferts de technologie vers la Chine et on a vu aussi Taïwan TSMC installer des usines en Arizona de très grande taille, etc. Donc le jeu se construit avec une défiance entre les États-Unis et la Chine, avec des technologies qui ne seront pas forcément du même ordre. Et donc il y a une situation qui est très nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un cadre où Apple dit je confie mes microprocesseurs en Chine pour qu'on fabrique des téléphones. On va y réfléchir à deux fois, on fera peut-être autrement. Il y a l'Inde aussi maintenant qui produit la moitié des iPhones. On ira peut-être en Inde, on va peut-être rapatrier aux États-Unis, on ne sait pas quelle sera exactement la stratégie. Toujours est-il que ça se traduit par des cartes qui sont rebattues. Et effectivement, dans ce cadre-là, que fait l'Europe? On se base sur le prix du gaz et on a raison, mais on voit bien que l'enjeu est beaucoup plus important. Et est-ce que la croissance mondiale a encore un enjeu dans cet univers où chaque zone aura ses spécificités? C'est toujours un enjeu parce que le niveau des échanges est extrêmement élevé. C'est-à-dire que c'est une des particularités de la période. Il y a quelques mois, on parlait beaucoup de guerre froide entre la Chine et les États-Unis, avec en mémoire la guerre froide des États-Unis avec l'URSS. Mais à l'époque, c'était juste une dimension politique. L'URSS n'a jamais vraiment existé sur le plan économique. Là, la question est différente. Il y a un vrai différend politique entre la Chine et les États-Unis, mais il y a des liens économiques très forts. Les États-Unis sont le premier partenaire des Chinois et la Chine est le premier partenaire des Américains. Donc on ne peut pas dénouer cela instantanément et donc forcément ça modifie les façons de faire et la capacité à rompre des choses comme on aurait pu le faire par le passé. Oui, donc c'est un processus de démondialisation. C'est un processus très long. C'est un processus très long et qui nous dit, mais qui n'est pas forcément efficace, parce que dans le processus de mondialisation, c'était trouver l'opportunité là où elle peut être. Là, d'un seul coup, c'est trouver l'opportunité sur le marché américain. Alors on pourrait dire, mais les entreprises américaines sont efficaces, etc. Oui, mais pas forcément les plus efficaces. Et ça a un coût pour le consommateur américain et pour le reste du monde. Et justement, côté particulier, côté ménage, on a vu cette année, avec les politiques des banques centrales, des coûts d'emprunt qui ont bondi. Alors, où est-ce qu'on va arriver l'année prochaine pour les taux immobiliers? Où est-ce que vous les voyez? Quelle est la fourchette dans laquelle vous les attendez? On va avoir des taux qui vont continuer de progresser. Hein. Quand on regarde, par exemple, les taux on compare le taux de l'OAT 10 ans et le taux des emprunts mesurés par les enquêtes Banque de France, par exemple, on voit qu'il y a un décalage de plusieurs mois entre le moment où le taux de l'OAT remonte qui remonte très très rapidement cette année. Oui, absolument. Mais les taux des emprunts immobiliers vont continuer de progresser pour s'adapter. Alors, je ne donnerai pas de fourchette, mais l'idée, c'est que le taux 10 ans va rester élevé, et donc le taux des emprunts immobiliers va être un petit peu plus élevé que celui-là, et donc ça va changer la donne. Ça change la donne pour deux raisons. D'abord, parce que pour l'emprunteur, c'est beaucoup plus cher pour emprunter, et puis parce que dans le même temps, les règles ont changé. C'est-à-dire que la Banque de France a tapé sur les doigts des institutions bancaires il y a quelques mois en leur disant il faut respecter les règles, pas plus de temps d'endettement, vous ne pouvez pas financer par prêt l'apport en cash qui est censé être de 20%, vous ne pouvez pas financer les droits notariaux. Donc ça change
change. Il y a à la fois un retour à des règles de bonne gestion, mais aussi des coûts qui sont plus élevés via des taux d'intérêt plus forts. Donc c'est un marché qui doit s'adapter, qui était probablement un petit peu cher dans certaines villes. Je pense à Paris, par exemple. Donc on va avoir des ajustements. Je ne pense pas qu'on ait de rupture. On a très rarement de rupture sur le marché immobilier en France. On en avait une en 90-91. Mais à l'époque, les biens immobiliers parisiens, essentiellement, étaient perçus comme des actifs qu'on pouvait se transmettre comme ça, spontanément, etc. On n'est pas revenu dans ce jeu-là. Donc on va avoir probablement des transactions qui vont se ralentir, des prix qui vont s'adapter, mais sans baisse majeure des prix, comme on l'avait vu à plusieurs reprises quand le marché de l'immobilier s'adapte. C'est assez classique, sans rupture particulière. Donc c'est plus dur d'avoir un crédit. En revanche, du côté des investissements, eh bien, ça change aussi un peu la donne parce qu'on a des taux plus élevés. C'est remonté notamment pour les fonds euros, les obligations d'État qui redeviennent un petit peu plus attractives. Est-ce qu'on les remet dans un... Ça devient intéressant. On le voit du côté des assureurs qui ont modifié assez sensiblement leur réflexion, puisque maintenant les taux d'intérêt d'État ou des taux d'intérêt un peu plus risqués ont des rendements plus importants. Et donc ça change forcément l'analyse qui est faite. Et effectivement, sur les fonds en euros, la rémunération à venir sera forcément un petit peu plus élevée, mais on a pas mal de passé à écouler avant que l'impact sur les taux de rendement soit très élevé, oui. Et sur le livret A, ça remonte aussi il est attendu que le taux du livret A remonte au 1er février. Certains anticipent jusqu'à 3%. On pourrait être, effectivement, si on fait les calculs, on pourrait être dans cette zone-là. Le principal choc ne sera pas du côté de l'épargnant qui bénéficiera de taux d'intérêt très avantageux quand même si l'inflation est un peu plus élevée. Mais non, ceux qui vont être pénalisés sont d'abord les banques, qui vont rémunérer leurs ressources un peu plus chères, et puis les bailleurs sociaux qui empruntent à taux variable sur le taux du livret A. Et donc, pour eux, ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux ont subi la hausse du prix de l'énergie, très forte, ont subi le plafonnement de la revalorisation des loyers, et là, ils risquent d'avoir des coûts supplémentaires s'ils empruntent comme ils le font tout le temps, pour construire des logements, les rénover, etc. Donc, il y a une situation sur le logement social sur laquelle il va falloir se pencher. Certains s'y penchent déjà, hein, c'est pas, ce que je raconte là n'est pas nouveau, mais c'est un facteur de fragilité sociale à laquelle on doit être très attentif aujourd'hui. Oui, des victimes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Bien, merci beaucoup à Philippe Wechter pour votre intervention. C'était l'interview économique et je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez Ostrom Asset Management. Merci beaucoup.